Bonsoir et merci de nous rejoindre. On va s'intéresser à l'actualité locale. Politique, sport et culture sont au programme. Voici les titres de ce jeudi 20 octobre. Il était attendu et il est tombé hier soir. Le 49.3 a été utilisé par la Première ministre à l'Assemblée nationale. Article de la Constitution qui permet cette fois-ci d'adopter le plan finance 2023 du gouvernement sans vote à l'hémicycle. Une décision qui fait évidemment réagir nos députés mosellans. Remise de 300 ouvrages au relais parents-enfants de Forbach, une initiative de la communauté d'Aglo pour accompagner les premiers moments de vie des petits auprès des nounous et assistantes maternelles. Une répétition ouverte au public. L'orchestre Les Polissons à Metz, composé de jeunes musiciens débutants, a joué ses gammes devant les parents. Retour en images sur ce moment musical. Un point sur la météo. Vendredi matin, le ciel sera couvert et quelques pluies sont à prévoir. L'après-midi, une amélioration se fait sentir avec quelques éclaircies. Le thermomètre sera doux, entre 13 et 15 degrés le matin et 20 l'après-midi. Notre invité du jour est Patrick Thill, adjoint au maire de la ville de Metz. On s'intéressera avec lui au budget alloué par la région et la ville pour le secteur de la culture, secteur qui avait peur de perdre des dotations. Avec la crise actuelle, il nous rejoindra dans quelques instants. Place d'abord à l'actualité. Ce ne sera pas lundi, disait la Première ministre Elisabeth Borne au sujet de l'utilisation du 49.3. Et finalement, hier soir, au 6e jour de débat à l'Assemblée nationale, l'exécutif a tranché et a choisi de faire passer son projet de loi finance 2023 sans vote au sein de l'hémicycle. Une décision qui ne fait bien sûr pas l'unanimité. Une motion de censure a d'ailleurs été déposée dans la foulée par le parti NUPES. Nos députés mosellans réagissent. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. C'était l'épée de Damoclès au-dessus des débats dans l'hémicycle. Et le 49.3 est finalement tombé et permet au gouvernement de se passer de vote à l'Assemblée nationale. J'entends dire de la part de nos oppositions que l'utilisation du 49.3 serait un déni de démocratie, ce qui est une idée totalement fausse. Le gouvernement a poursuivi une méthode, celle du dialogue et de la recherche du compromis depuis le début de ce texte. L'opposition a évidemment réagi. La NUPES a déposé une motion de censure suivi du Rassemblement national. Nous, clairement, avec cette motion de censure, on acte le rejet d'un texte qui est clairement austéritaire. Le problème du projet de loi de finances 2023, c'est qu'il acte une baisse des dépenses publiques. Nous déposons en ce moment même une motion de censure contre ce gouvernement et contre son budget. Un budget antisocial, un budget de casse de la France, un budget de paupérisation qui nous amène vers le statut de pays en voie de développement. Chez les Républicains, la pilule a également du mal à passer. De leur côté, ils dénoncent une certaine hypocrisie des débats, mais ne s'allieront pas à la motion de censure. Moi, j'ai trop de considération pour mes concitoyens, les difficultés qu'ils rencontrent en ce moment, que ce soit encore une fois dans les collectivités comme dans les entreprises, pour dire, eh bien maintenant, on va mettre le chaos et on va tout renverser. On n'est évidemment pas partisan à ce qu'il y ait une dissolution aussi rapidement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fortes chances que ce mandat n'aille pas au terme des 5 ans. Mais de là à faire une dissolution au bout de 3 mois, c'est pas vraiment sérieux. Les élus d'opposition regrettent aussi le manque de temps pour débattre sur certains points et de compromis, notamment autour de la justice sociale. J'ai déposé, mais aussi avec d'autres collègues, un certain nombre d'amendements, notamment sur la partie des aides médicaux. Et on ne sait pas du tout est-ce que ces amendements pourront être discutés ou pas. La baisse de la TVA sur l'essence, par exemple, comme la fin de la subvention sans limite de l'immigration illégale et légale, eh bien, si ces propositions avaient été entendues, on aurait pu voir. Le Premier ministre indiquait que dans le texte qui sera retenu, de nombreux amendements ont été conservés. Près d'un tiers des amendements de nos oppositions ont été retenus. On voit clairement que toutes les choses qui vont un petit peu plus loin dans le bon sens, là, c'est un non catégorique, il n'y a absolument pas d'évolution possible. Pour le parti présidentiel, la motion de censure a peu de chances d'aboutir compte tenu des disparités dans l'Assemblée. D'autres 49.3 devraient suivre ces prochains jours pour adopter le budget de la sécurité sociale, entre autres.
Une mesure qui était donc attendue mais qui délie les langues, comme pour le président de région, Jean Rotner, qui réagit au micro de Lucie Philippot. L'occasion également de lui donner la parole sur les transports ferroviaires, sujet sur lequel il a tiré la sonnette d'alarme. Moi, directement, je ne peux rien faire sur la variation des prix de l'électricité. Je peux aider éventuellement les entreprises, je peux aider les particuliers. Et derrière le prix de l'électricité, c'est aujourd'hui la réhabilitation énergétique de nos bâtiments, la sobriété qu'il faut encourager. Là, il y a des mesures que nous avons prises sur nos lycées. Par exemple, 450 millions d'euros d'investissement pour les transformer en lycées verts qui nous feront, dans le temps, gagner de l'argent parce que nous produirons nous-mêmes notre électricité. J'ai dit hier dans mes propos, parce que ça a été beaucoup repris par la presse, que beaucoup de présidents de région s'interrogeaient aujourd'hui sur leur capacité de pérenniser le transport ferroviaire, parce qu'on nous fait, payer le coût de l'électricité supplémentaire dès cette année, 2, les péages, chaque fois que nous faisons passer un train, nous payons un péage, comme la voiture sur l'autoroute, vont augmenter d'ici 2026 potentiellement de 25%. Et en plus de cela, nous sommes très en retard sur la réhabilitation, la remise à niveau de notre système ferroviaire. Tout ça, ça nécessite des investissements majeurs et nous devons négocier pour cela les régions, avec l'État, avec la SNCF. Mais nous, bien au contraire, aujourd'hui, on augmente le nombre de trains, le nombre de services, et c'est pour ça qu'on dit plus 25% de frais de péage, c'est juste impossible à tenir. De son côté, le Sénat, majoritairement de droite, a dit non à l'inscription de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution. Et il s'agissait de la première lecture de cette proposition de loi transpartisane soutenue par le gouvernement et co-signée par des sénateurs de 7 des 8 groupes du Sénat, à l'exception des Républicains. Au total, 139 voix pour et 172 voix contre, au terme d'échanges parfois vifs. Une étape qui ne signifie pas la fin des débats, puisque 2 propositions de loi constitutionnelles similaires sont dans les cartons à l'Assemblée. Direction maintenant la communauté d'agglomération Forbach-Porte-de-France qui a acheté 300 ouvrages d'une autrice de Moselle-Est et les a distribués aux assistantes maternelles. L'ouvrage à destination des parents, enfants et nounous permet d'accompagner les premiers instants de vie des plus petits. La remise s'est déroulée au relais parents-enfants de Forbach. Loin des parents, les premiers pas chez une assistante maternelle peuvent être effrayants. Pour accompagner ce bouleversement, Valérie Bourg a imaginé avec une formatrice petite enfance un ouvrage qui parle aux petits, tout en rassurant les parents. Moi, j'ai écrit l'histoire. Elle m'a aidé à faire les chapitres qui s'adressent plutôt aux adultes. Et tout ça va servir à ce que ça se passe au mieux lors de l'adaptation des enfants avec leur assistante maternelle, les premiers jours. Toutes les étapes qu'il faut bien respecter pour être sûr que tout se passe bien. Mode de garde le plus répandu en France, les assistantes maternelles ne sont pourtant envisagées qu'en dernier recours par de nombreux parents. Pédagogique et ludique, ce livret valorise le métier auprès des familles. Il y a cette crainte de l'accueil chez l'assistant maternelle de dire bah oui mais c'est une personne qui garde mon enfant tout seul toute la journée, qu'est-ce qu'elle fait avec ? Alors que, comme n'importe quel professionnel de crèche, elle s'en occupe, elle travaille. Les assistants maternels de l'agglomération de Forbach ont la chance d'avoir un service comme le relais pour pouvoir venir jouer avec les enfants, se professionnaliser. Créé en 2011, ce relais parents-enfants est un lieu d'échange pour les 300 assistantes maternelles de l'agglomération forbachoise, un chiffre qui ne cesse de diminuer. C'est une profession qui est vieillissante et puis on manque un peu de vocation et c'est souvent des gens qui travaillent dans l'ombre chez eux, à leur foyer. Ça leur permet de s'ouvrir également ce lieu-là qui est important, qui apporte de l'assistance à ces gens qui sont souvent seuls. En France, 271 400 assistantes maternelles accueillent entre 1 et 4 enfants. Le jeudi, on fait la part belle à la culture et c'est Alicia Hublot qui est aux manettes. Bonsoir Alicia. Bonsoir Uranie. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose d'abord un voyage musical. Alors certes, parfois un peu décousu, mais attendrissant, avec à l'honneur les jeunes musiciens de l'orchestre Les Polissons à Metz. Une de leurs répétitions était ouverte au public et notre caméra s'est glissée dans la salle. Sous le regard attentif de leurs parents, les jeunes musiciens de l'orchestre Les Polissons font leur gamme.
Exceptionnellement, le Conservatoire messin a ouvert ses répétitions au public, l'occasion pour les parents d'avoir un avant-goût du spectacle de fin d'année. Je me dis que le chef d'orchestre a beaucoup de patience. Moi, ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais élève ici. Et puis, je me dis qu'il y a encore pas mal de travail avant le spectacle. On voit qu'il s'amuse, donc ça, c'est super intéressant à regarder. Et puis de voir comment il progresse aussi au fur et à mesure de la répétition. Moi, je suis toujours très épatée de voir ce que le chef d'orchestre arrive à tirer d'un orchestre de débutants, en fait, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et ils se débrouillent très très bien, donc c'est chouette à voir. Et malgré la difficulté de s'orchestrer, les jeunes musiciens ne boudent pas leur plaisir de jouer tous ensemble. Ce que je préfère, c'est les morceaux qu'on joue à l'orchestre. Parce qu'ils sont mieux que les morceaux que mon prof de saxophone me donne. Au niveau des morceaux, ça me plaît bien aussi. C'est pas trop compliqué. Moi, j'aime bien les partitions qu'on fait, mais surtout quand je joue, parce que sinon, si j'attends trop longtemps, après... Quand on joue pas en groupe, on sait pas ce que les autres vont jouer. Et c'est un peu plus moche. Pour le chef d'orchestre, le plus difficile est de garder l'attention de ces jeunes musiciens focalisés sur ses consignes. C'est principalement de leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls à jouer et qu'ils doivent aussi écouter les copains et de respecter tout ce qu'on leur apprend par à côté en formation musicale et aussi en instrument. Et puis de leur faire comprendre que toute indication doit être notée, doit être faite au jour J. Ils n'ont pas forcément le réflexe, on leur dit les choses, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Et souvent, je dois refaire donc 1 million de fois la même chose, la même consigne. C'est ça la difficulté avec les enfants. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les élèves du conservatoire se produiront lors de 2 concerts à la fin de l'année scolaire. D'ici là, nul doute qu'ils seront fin prêts à épater la galerie. Mais ils ont encore le temps de progresser. Après la musique, place à la 13e édition du Salon des métiers d'art en artisan. Ça se passe au château de Courcelles à Montigny-lès-Metz. Oui, un salon que l'on aime particulièrement parce qu'il met en avant en lumière, en tout cas, les artisans du Grand Est et de toute la France. L'occasion de découvrir de véritables savoir-faire dans 1001 domaines. Ainsi, on va pouvoir apprécier par exemple des céramiques teintées d'Orient, des pièces rétro-chic de maroquinerie, des bijoux en verre. Vous allez les voir par exemple défiler sur l'écran. C'est une vingtaine de créateurs au total qui sera présent pour vous présenter leur travail. Vous pourrez échanger à loisir avec eux et qui sait peut-être acquérir une œuvre. Pourquoi pas, Noël c'est bientôt, donc on peut peut-être déjà anticiper ses courses et ses cadeaux. L'entrée est gratuite. Rendez-vous vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz. Finalement, la musique revient au galop avec la suite de cette chronique. Une très belle soirée folk qui nous attend au Gouvy de Frémin-Merlebach. Oui, vous pourrez y découvrir J.J.H. Potter. Il est songwriter, originaire de Nantes. Il vit à Strasbourg depuis 2020. Mais pourtant, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il est 100% américain, qu'il est passé outre-Atlantique, tellement ses chansons vont puiser dans la folk américaine, de Neil Young par exemple, ou encore de Dylan. Mais attention, pourtant, J.J.H. Potter cultive un style qui lui est propre, singulier. Il nous offre des titres qui invitent au voyage. D'ailleurs, ces chansons ont été conçues en Australie pendant 3 ans, avant qu'il ne les enregistre en France. Écoutez-le. Voilà, c'est beau, c'est délicat, c'est tendre. C'est J.J.H. Potter qui nous fera découvrir les titres de son dernier album Low Tide sur la scène du Gouvy à Frémin-Merlebach. Ça sera vendredi 21 octobre. Et sachez qu'en première partie, on pourra apprécier le groupe Mosellan The Yokel qu'on adore également. Merci Alicia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre page culture et toujours dans la boîte à malice dont les replays sont disponibles sur le site internet www.moselle.tv. À bientôt. En sport maintenant, Metz Handball a parfaitement relevé la tête après sa première défaite de la saison à Esbjerg. Les joueuses ont décroché leur 6e victoire en 6 matchs de championnat, portée par leur capitaine Bruna de Paola, auteur de 7 buts et par une Camille Depuisé infranchissable dans ses cages avec 19 réalisations. Les Dragons se sont imposées 31-21 sur le terrain de Chambray. Au classement, elles sont toujours en tête à égalité de points avec leur rivale brestoise. Dernier match pour les Messines avant la trêve internationale. Ce sera ce samedi à 18h face au Lokomotiv Zagreb, aux arènes. Et je vous rappelle bien entendu que toute l'actualité de Metz Handball est à retrouver ce vendredi dans un nouveau numéro de Dragon Mag à 18h30. Camille Depuisé sera justement l'invitée d'Arnaud Demerlet.
On sort la raquette pour la suite avec le Metz Tennis de table qui retrouve la Ligue des Champions ce vendredi au Palais des Sports. Les joueuses de Loïc Belguise vont affronter les Serbes de Novi Sad et dimanche les Tchèques de Hodonín. Cette saison, l'objectif est d'atteindre les demi-finales pour la 3e fois d'affilée. Baptiste Deveau vous explique les enjeux. On avait quitté les Messines sur un titre de championne de France et une demi-finale de Ligue des Champions. Les revoilà quelques mois plus tard avec une équipe remaniée, mais avec des objectifs similaires. Je suis préparée pour Champions League aussi. Et nous, à chaque année, on veut faire mieux que l'année d'avant. Adina Diakonou, la capitaine, repart à la conquête de l'Europe aux côtés de la talentueuse Maria Tejlakova et de l'émérite Wu Jiaduo. Pauline Chasselin, l'enfant de Metz TT, partie s'aguerrir 2 saisons à Quevilly-Rouen, fait son retour sur ses terres, plus mature et assoiffée de titres. Notre équipe, c'est qu'on est une équipe très jeune en progression. On a tout un bon dynamisme et il y a une très bonne ambiance dans l'équipe aussi. Donc voilà, c'est assez joyeux, c'est bonne ambiance. Donc je pense que c'est des bases principales aussi dans une équipe pour qu'on se tire toutes vers le haut sur les matchs. Avec ce quatuor mêlant fraîcheur et expérience, Loïc Belguise s'attaque au match aller des phases de poule de Ligue des Champions. Les Messines retrouvent 2 équipes, les Serbes de Novi Sad et les Tchèques de Hodonín, qu'elles avaient battues la saison dernière. Si le match contre Novi Sad s'annonce plus aisé, le choc sera assurément dimanche face aux Tchèques de la japonaise Sakura Mori. Mon objectif de ce week-end, c'est de bien jouer les matchs allés, de se mettre en position favorable pour le retour. Ensuite, c'est une autre compétition. Bien évidemment, si on fait premier de poule, ça sera plus confortable pour nous pour espérer d'aller en demi-finale. C'est l'objectif, mais allons étape par étape et jouons et concentrons-nous sur Novi Sad déjà vendredi soir. Les Messines partent avec la confiance gonflée à bloc après leur victoire d'entrée en championnat 3-1 face à Argentan. Il leur suffit de terminer à l'une des 2 premières places de la poule pour rejoindre les quarts de finale de Ligue des Champions, une première étape. Et vous pourrez bien sûr vivre en direct et en exclusivité ces 2 rencontres de Ligue des Champions sur Moselle TV. Rendez-vous donc vendredi 21 octobre à 18h55 et dimanche 23 octobre à 15h55 pour suivre les duels face à Novi Sad et Hodonín. Les rencontres seront commentées par Baptiste Deveau et Stéphane Moliens, champion paralympique de tennis de table. Vous le savez, dans l'actualité, on parle de faire des économies d'énergie et des économies tout court, mais pas au détriment de la culture. On en parle avec notre invité du jour. Patrick Thiel, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Metz. Ces derniers jours ont été teintés de craintes pour les dotations culturelles. Mais le président de région, Jean Rotner, rassure justement ces structures. On l'écoute avant de vous donner la parole. Rajoute même aujourd'hui un fonds qui est un fonds qui permet d'être un bouclier énergétique, qui permet aux structures de la culture d'être aidées jusqu'à hauteur de 80% parfois dans certains projets de réhabilitation thermique de leurs locaux. Et je leur propose de signer un contrat sur 3 ans qui pérennise, qui fixe dans le marbre les aides que nous leur fournissons à une condition, c'est qu'ils travaillent avec moi sur la répartition dans le budget que nous leur octroyons entre leur fonctionnement et leur investissement. C'est un peu technique, mais c'est simplement d'avoir une ingénierie budgétaire différente. En tout cas, nous ne laisserons jamais personne sur le bord de la route, et même si quelqu'un est en difficulté pour répondre à notre cahier des charges, nous l'aiderons dans le temps, tranquillement. Patrick Thiel, une réaction peut-être à ces propos, est-ce que ça rassure finalement ? Bien oui, je trouve cela tout à fait rassurant ce soir et ces propos ont déjà été donnés par le président Rotner hier dans l'après-midi à nos différents directeurs de structure et devant, je crois, les syndicats des salariés qui étaient légitimement extrêmement inquiets. Comme je l'étais moi-même et j'ai porté cette crainte avec le maire de Metz, François Gros-Didier, président de l'Eurométropole, parce que nous estimions que Metz était particulièrement touchée, évidemment, puisqu'on ne peut que remercier la région Grand Est de l'aide qu'elle apporte à Metz, qui est subséquente et qui est historique d'ailleurs, mais avec un système un peu trop, pardon du mot, mais technocratique, qui visait tout le monde de manière un peu certes égalitaire, mais sans tenir compte, je dirais, des structures et de leur nature. Nous aboutissions ainsi à ce que, quand on faisait le cumul, à ce que 40% des économies de la culture exigées par la région étaient pris en compte sur la ville de Metz seulement. Donc c'est un chiffre évidemment extrêmement important.
En revanche, ce qu'apporte ce soir et hier soir d'ailleurs le président Rotner est de nature effectivement à nous rassurer un peu. De toute façon, soyons vigilants, mais soyons aussi justes. La baisse de 10% était sur le fonctionnement et il proposait en revanche 10% éventuellement sur des dépenses d'investissement. Et il a notamment parlé de celles concernant l'énergie. Est-ce qu'il y a des structures qui nécessitent plus justement d'investissement que d'autres sur ces enjeux actuels ? Bien entendu. Moi, je suis aujourd'hui président de la Cité musicale, c'est-à-dire à la fois du complexe Arsenal, BAM et Trinitaire, mais aussi de l'Orchestre national de Metz Grand Est, et on est très heureux d'avoir cette labellisation. Mais c'est surtout du fonctionnement, puisque 95% à peu près du budget d'un orchestre, ce sont les salaires et les charges sociales, ainsi que ce qu'on appelle les locations du matériel musical, ce qui ne sont pas les instruments, mais le matériel musical pour un orchestre, ce sont les partitions à louer pour présenter les œuvres. Donc j'étais extrêmement inquiet, je dirais, de la façon dont ça avait été présenté auparavant, mais depuis hier après-midi, je trouve qu'il y a eu un grand avancement. Apaisé. Concrètement, est-ce qu'on peut peut-être avoir une vision sur 2023 ? Comment ça se profile pour les structures culturelles de notre secteur ? Alors, sur notre secteur, je dirais déjà sur le Centre Pompidou, ce ne sont pas des subventions, ce sont des contributions, donc qui sont inscrites dans les statuts. Donc évidemment, déjà, je dirais qu'il faut que l'ensemble des partenaires soient d'accord. Je rappelle que le premier partenaire, au cas particulier, c'est l'Eurométropole de Metz, avec 5,5 millions d'euros engagés par an de fonctionnement. Et le deuxième partenaire, qui est le plus important après, c'est naturellement la région Grand Est. Et ensuite, la ville de Metz, qui contribue ainsi doublement, puisqu'elle est à la fois à l'Eurométropole et à la ville, c'est 550 000 euros. Voilà le budget, par exemple, d'un grand établissement comme les Pompidou-Metz, qui, je le rappelle, est le seul grand établissement Pompidou en extérieur à Paris. Donc au monde, il y a bien des antennes souvent qui s'ouvrent, mais qui n'ont pas la même nature que Pompidou-Metz, dont on est évidemment très fiers. Et si on s'intéresse à des structures peut-être plus petites, ce serait quoi l'objectif ? Oui, alors là aussi, par exemple, nous avons ici un très beau festival qui s'appelle le Festival Passage, dont le premier partenaire financier est d'ailleurs la région. Financier, je dirais, parce que la ville, évidemment, est le deuxième, mais apporte aussi des contributions en nature. Et là aussi, on voit bien la limite du système, puisque cet écrêtement de 10% concerne les structures qui ont 250 000 euros de subventions par an de fonctionnement. Or, c'est justement ce qu'a le Festival Passage. Donc, on en serait presque à désirer une subvention de 245 000 euros ou 249 000 qui nous ferait échapper à la chose. Donc je préfère cette approche extrêmement pragmatique du président qui est d'observer les choses, je dirais, structure par structure et en fonction de leur personnalité, etc. Et il faut retenir du président de Rotner quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'aucune structure ne sera touchée, je dirais, dans son emploi permanent et nécessaire à son fonctionnement. Et je rappelle que nous sommes le plus petit orchestre symphonique avec labellisation nationale de France et que nous avons par ailleurs 3 postes qui ne sont pas pourvus sur un ensemble de 75 musiciens et nous avons 72 musiciens, ce qui nous oblige d'ailleurs à avoir des musiciens supplémentaires, comme on les appelle, ce qui revient en fait un petit peu plus cher que d'avoir des musiciens permanents. Et je suis très attaché à leur statut public, puisque j'avais eu à me défendre à une époque contre le président Masseret qui avait désiré transformer l'orchestre, qui est un syndicat mixte, en association. Alors peut-être que c'est un peu technique pour nos téléspectateurs, mais ça veut dire que la contribution est remplacée par une subvention qui, elle, d'une année à l'autre peut être variable, alors que la contribution est un engagement. Et l'engagement de 3 ans que propose aujourd'hui le président Rotner sur l'ensemble des structures les rapproche ainsi d'un établissement public de coopération culturelle où les choses sont beaucoup plus fixées à l'avance, ce qui facilite et qui permet simplement le travail de nos directeurs artistiques, puisqu'on sait bien qu'une saison ne se prépare pas la veille ou l'année. Vous me posiez 2023, eh bien, il faut savoir que 2022, aujourd'hui, tout le monde le sait, tous les programmes sont sortis pour 2023 jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine. Donc c'est des choses sur lesquelles il est manifestement impossible de revenir. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau et vos éclaircissements. À bientôt. Mais merci d'avoir ouvert votre écran.
à ces préoccupations. Merci beaucoup. Et l'image du jour se veut commémorative avec cette plaque apposée sur l'école Claude Debussy, boulevard Pexin. Une cérémonie s'est déroulée hier pour la dévoiler, l'occasion de rendre hommage aux enfants juifs déportés et scolarisés à Metz. 2 autres plaques ont été dévoilées sur l'hôtel de police municipale de Metz et le lycée Georges de la Tour sur le site de Mauduit. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas un nouveau numéro de Graouli Mag. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.